Est-ce pour vous ce soir un nul miraculeux pour le Paris Saint-Germain? Non. Non. Oui. Non. Oui. Ok. Deux lectures vont s'affronter, celle de Dominique Sévrac et celle de Grégory Schneider. Oui, Dominique Sévrac, vous ouvrez la discussion. Pour marquer des buts, Grégory, il faut cadrer. Le premier tir cadré intervient dans le temps additionnel. C'est Cavani qui dévie un centre et Ruffier fait un arrêt réflexe. Et il marque donc sur un but contre son camp, après avoir donc été mené grâce à une première période fantastique de Saint-Etienne, qui aura eu un penalty, l'occasion de faire le break, et qui aura eu une barre sur un tir de Tanan, je crois, en deuxième période. Donc franchement, si tu considères que Paris en a montré assez pour mériter le nul, moi je ne vois pas. Grégory Schneider. Non, c'est pas arrivé comme ça. On en avait parlé à la mi-temps, on était sûr qu'il manquerait un peu de gaz à Saint-Etienne pour terminer le match, compte tenu des efforts qu'ils ont fait en première. Ils ont un peu brûlé leur vaisseau et ça s'est vu. Ensuite, franchement, moi je suis pas le plus grand supporter du Paris Saint-Germain, mais enfin, les mecs, c'est des machines. Ce sont de très gros joueurs et ils ont fait une très grosse deuxième mi-temps. Ils sont un de moins, les ballons sont revenus sans arrêt, il y a eu du pressing, il y a eu des duels gagnés. On voit quand même que c'est des joueurs très haut de gamme et finalement, ça s'est vu là, mais ça aurait pu se voir sur 2-3 coups précédents. Le nul me semble logique. Une seconde, 92 centièmes, qu'avez-vous à répondre, mon cher Dominique? Il y a eu un pari normal en deuxième, un pari absent en première. Ok. Il y a 2 mi-temps. 38 secondes de centième? Une mi-temps chacun, partout. Ben voilà. Pas de nul miraculeux pour Grégory Schneider, nul miraculeux pour Dominique Sévrac. Et vous, qu'en pensez-vous? Compte Twitter de l'équipe du soir, vous pouvez participer à cette question. Vous pouvez évidemment soit nous donner des joueurs qu'on va noter dans quelques minutes, mais également participer à nos débats. On commentera vos tweets. Président Rouillet. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je considère qu'il est miraculeux du fait de la mauvaise première période des Parisiens, parce que ils ont vraiment été en dessous de tout. Et après, j'essaye de voir les occasions. Et je regrette, mais Saint-Etienne a plus d'occasions franches que Paris. Et malheureusement, la maladresse de Cabella et de Tanan en fait que... Et de Cavani. Oui, non, mais je parle de Paris, de Saint-Etienne. Pour moi, c'est les deux plus belles occasions, dont le pénalty, ça c'est énorme. Et c'est pour ça que je donnerai le point à Dominique, parce que je suis trop déçu de la première période du Paris Saint-Germain. Et j'estime à la fin, quand je pèse le pour et le contre, je pense que c'est heureux. Ok, heureux. Il avait la bonne analyse à la mi-temps, sur le fait que Saint-Etienne allait chuter en intensité. Ça vous ressemble pas ce fair play, Dominique, par rapport à Grégory? Ça vous honore? Gilles Favard, Bob Tari. Gilles, miraculeux ou pas? Vous le sentiez? Vous avez en général du pif. Alors parfois vous vous trompez, mais là, qu'est-ce que vous renifliez de ce match au moment de la deuxième mi-temps? Non, mais je pense un peu comme Olivier. Je pense qu'ils ont laissé passer ce pénalty manqué est terrible pour eux. Et à 2-0, je pense que Paris ne serait jamais revenu dans le match. C'est miraculeux. Ruffier montre encore qu'il est certainement le meilleur gardien qui joue dans le championnat de France. Qu'il faut qu'on arrête un peu les conneries avec les gardiens en France, parce que ça m'agace, et notamment sur ce plateau. Le jeu au pied, le machin, le truc où il ne fait pas de jeu au pied, lui, il arrête les ballons. Lui. Voilà, c'est ce qu'on demande aux gardiens déjà. Il est resté debout un coup sur une frappe d'Mbappé, alors que hier, on a vu Pelé coucher avant que le mec y frappe. Gilles, ça fait... Non, mais Gilles, vous diriez les choses. Il faut dire les choses. Il y a tout un tas de mecs qui expliquent le jeu au pied des gardiens, les machins. J'ai pas un thème gardien ou pas? Voilà. Parce qu'il a un thème gardien. Non, mais j'ai décidé qu'il y avait un thème gardien. Parce que moi je veux une bagnole, alors si chacun veut toi tu veux une bagnole, je profite de l'antenne pour en parler, quoi. Donc voilà, une Renault 5, il y a tout une 82. Ok. Gilles, sinon sur la lecture vraiment du match, vous trouvez ça miraculeux, vous trouvez ça heureux? Oui, c'est miraculeux. Debuchy, il est pris sur le dernier coup parce qu'il est mort. Il est mort dans le film. C'est un CSC des plus dramatiques. Le mec, il va pas dormir pendant 5 jours. Ils ont tenu jusqu'à la 92e, mais en deuxième mi-temps, il n'y a pas que l'occasion de Tanan, parce que Tanan, il la joue mal, il frappe de la balle, on dirait il y a Bamba, un de 15 ans. Il y a Bamba qui doit la laisser à terrain. Sur le corner. Il y a une ou deux fois où ils auraient pu scorer. C'est vrai, j'avais oublié. Après, effectivement, que Cavani passe au travers, je sais pas, il a dû mettre... je sais pas, c'était Martin Guerre, le retour de Martin Guerre, il jouait avec des sabots. Non, mais je sais pas, il a dû mettre des sabots, il s'est trompé de chaussures. C'est sympa pour possible pour faire ce qu'il a fait. C'est sympa pour son équipementier. Son équipementier, il faut qu'il revoie faut qu'il revoie la production. Bon, Gilou, vous partez dans tous les sens. Ok, c'est spectaculaire, mais attendez, que je veux ce soir. Ok. Qu'est-ce que j'entends? Quoi?
Pierre Niguet. Pierre Niguet. Non, il a bien choisi Pierre Niguet. Toi aussi, moi je fais les thèmes que je veux et toi tu pas de hashtag contre Guy Ménard. Non. Karine Galli. Pourquoi non, pardon, excusez-moi ma Carinette, bonsoir. Alors, vous êtes évidemment du côté de Geoffroy Guichard, on a bien vu. Je vous ai reconnu, Karine Galli. Les joueurs vont arriver. Pour vous, est-ce que c'est un nul miraculeux? Dis-le, Pierre. Dis-lui qu'à mettre ses lunettes. J'ai pas entendu grand-chose, j'ai l'impression que vous êtes tous ivres sur le plateau, mais en tout cas, je crois que vous m'avez demandé si c'est un nul miraculeux. Hein. Honnêtement, les Stéphanois ont fait une énorme première mi-temps, mais lorsque Cabella tire aussi mollement son pénalty qui est repoussé par Areola, on était tous en tribune de presse en disant ils ont raté le coche. Alors on savait pas évidemment ce qui allait se passer en seconde période et ce CSC de Mathieu Debuchy, mais quand tu as une telle occasion de avoir une avance de 2 buts face au PSG, tu ne peux pas la laisser passer. Voilà. Malheureusement pour les Stéphanois, ils doivent se contenter d'un match nul, mais oui, c'est un petit peu miraculeux, mais il faut quand même rappeler que Cavani rate le cadre, on ne sait pas comment c'est possible, on se demande encore, on était tous sidérés en tribune de presse, et puis après il y a également un sauvetage de Ruffier, donc c'est dur pour les Stéphanois parce qu'ils ont fait un gros match, mais voilà, Paris a eu quand même quelques opportunités de les empêcher de gagner, et ce soir on a vu un super match, on n'est pas supporters, nous le principal c'est qu'on a vu un super match avec une ambiance géniale et un stade plein. Merci Karine, vous êtes là évidemment, vous restez en contact ma chère Karine Galli, Karine Galli. Bob Tari. Bob, par rapport à ce que vous avez entendu là, vous trouvez que c'est finalement logique, ça devait arriver cette égalisation de Paris? Au vu de la deuxième mi-temps, on peut aider les occasions que se sont procurées le Paris Saint-Germain. C'est vrai que ce but est venu récompenser tout leur effort. C'est vrai qu'après le but n'est pas forcément très construit, mais au vu de la deuxième période, oui, il mérite au vu des occasions qui sont créées. Après sur la frappe de Tanan, il faut quand même souligner l'arrêt d'Aerola. Il la touche quand même. Il la touche. Mais après, moi, je suis assez surpris du manque d'implication de certains joueurs du Paris Saint-Germain. Je veux dire, même en deuxième mi-temps, même Cavani, il peut pas louper une occasion comme celle-ci. Je veux dire, à son niveau. À ce niveau-là du match, c'est pas possible pour moi. Il y avait le syndrome sabot, voilà, le retour de Martin Guerre. Le retour de Martin Guerre, il avait gardé ses sabots. C'est du Cavani. C'est pas, enfin... Non, celle-là... Non, mais il peut faire plein de choses, il peut faire plein de choses. C'est un buteur fantastique à qui il arrive, mais je pense de vendanger quand même des occasions. On peut pas nier ça. Je me demande si c'était pas... Enfin, il faudrait lui demander, je sais pas s'il en parlera, mais j'ai l'impression que pour lui, la balle était déjà au fond. C'est pas normal qu'il s'est dit bon allez le but c'est terminé, j'ai plus assuré le jet. Tout le monde l'a vu au fond. Et ça lui coûte cette déconcentration qui fait que, enfin je parle au buteur qui est là. Bah voilà, non mais c'est vrai, vous êtes interpellé indirectement, c'est ça? C'est ce que j'allais dire. Il était dans la il a marqué le but avant. Okay. Et tout, il avait déjà ficelé puisque il a vu que Ruffier était déjà hors de portée, qu'il n'y a plus personne. Pour lui c'était acquis, c'était fait. Et on voit bien parce qu'au moment où il frappe le ballon, on voit son pied qui se tourne et ce ballon qui s'en va à côté du but. Et quand même, moi je pensais. Vous pouvez redresser votre main, que le téléspectateur voit votre petit geste. Voilà, la caméra de Gilbert Larrière. Il s'est ouvert. Ouais, d'accord. Et le ballon est parti là-bas. Tu peux pas le mettre dans la rivière s'il te plaît. Et en fait, moi je pensais que c'était ras le poteau, mais il y a quand même un bon mètre presque. Ouais. C'est une très belle sortie de but. Si c'était le but, c'est une très belle sortie de but. Mes amis, quand même, sur la deuxième mi-temps, on a quand même vu Paris à son niveau. On a quand même vu dans l'administration du jeu. Et par rapport à ce qu'a dit Bob, effectivement, moi j'avais un doute. Enfin, avec eux, on a l'impression que dès que c'est dur, on voit rien. Bah là, c'était dur et on a vu un petit quelque chose. Alors pas non plus mais on a vu un petit quelque chose. On a vu de la fierté, on a vu de l'ego, on a vu les mecs quand même ont refusé de se laisser glisser. Un peu de révolte surtout. La révolte. On a vu de la résilience, une capacité de résilience, mais franchement devant c'est resté assez médiocre. Mais Cadiz, oui, d'accord, mais avant qu'il fasse, parce qu'il n'a pas sorti Pastore finalement, il a sorti Diarra, donc il a laissé les trois de devant. Et franchement, Di Maria, souvent il a cherché à briller plutôt qu'à faire le geste utile. Mbappé était un petit peu en difficulté et Pastore il était complètement absent. Non, par contre Rabiot, par contre Meunier qui fait une première mi-temps catastrophique. En deuxième mi-temps, on a vu tout autre chose. Tu vois, c'est parce qu'on dit le PSG a mieux joué en deuxième période. Ils ont joué quoi. Mais, mais ils ont juste joué. Oui, mais la différence pour moi, alors je vais être dur pour les Parisiens, mais moi elle est surtout
de la baisse de régime des Stéphanois. Mais ils ne pouvaient plus, Olivier. Bah oui, mais c'est pour ça. En fait, j'ai trouvé que les Stéphanois, tout d'un coup, avaient du recul. Ils se sont quand même... il y avait moins d'agressivité sur le porteur de la balle. Donc, automatiquement, les Parisiens, avec la qualité technique qu'ils ont, on les sent meilleurs. Mais moi, je trouve pas, je suis désolé, messieurs, mais moi, je ne trouve pas qu'en deuxième période, Paris Saint-Germain, même à 10 contre 11, ait fait un match... moi, je reste sur ma faim. Je vous assure, je reste sur ma faim. Alors, vous pouvez, moi, je reste sur ma faim. Vous pouvez développer. Je développe parce que je m'attendais à voir un Paris Saint-Germain encore beaucoup plus conquérant. On est clair, et Dominique l'a bien dit, une frappe cadrée à la 92e. Arrêtons de dire des bêtises. Un Paris Saint-Germain qui domine véritablement ce sujet, elle se crée 5-6 occasions nettes. Et ça, on les a pas vues ce soir. On en a vu 3. On en a vu 3, 76e minute. Je veux pas être méchant. Mais en contrepartie, Saint-Étienne a des occasions, on l'a dit. J'ai l'impression qu'il suffit de jouer un peu en deuxième pour avoir des occasions. Parce que Saint-Étienne est tellement en difficulté athlétiquement que j'ai l'impression que si le PSG retrouve un petit peu son aisance habituelle technique, je pense que ça peut être un massacre. Et quelqu'un avait donné le pronostic de Paris gagnant. À un moment donné, j'ai dit, mais il va gagner parce que Paris peut complètement gagner ce match à 10 contre 11. Mais sauf qu'ils n'ont jamais eu les occasions, Greg. J'ai vu passer un tweet. Est-ce que ça en dit long sur le niveau de la Ligue 1 Paris qui arrive quand même en jouant donc un mi-temps sur 2 à 10 contre 11, à 10 contre 11, sans dire. Moi, le niveau de la Ligue 1, j'aurais plutôt envie de parler de la première mi-temps de Saint-Etienne aujourd'hui. Enfin, si ça, c'est comme un gros match qu'on a vu, Karim l'a dit. Si ça, c'est le niveau d'un 7e ou 6e du championnat, c'est pas... Et son 8e avant le match. C'est 8e ce soir. Ouais, voilà, bon, ça, c'est quand même, je veux dire, on n'a pas rien vu, c'est pas une petite équipe. Le problème de Saint-Etienne, c'est situé où? Dès qu'ils ont fait des changements, les joueurs qui sont sortis n'ont pas été remplacés, que ce soit Tanan ou Ntep, c'est pas du même niveau. Encore à peu près. Non mais Ntep, c'est pas du même niveau. Et à partir de ce moment-là, ils s'affaiblissent. Le problème de la Ligue 1, c'est que les clubs n'ont pas 22 joueurs de valeur égale. C'est tout. Ils ont des 11 types. Quand ils les ont, tant mieux. Quand ils les ont pas, ils font comme ils peuvent. Non seulement ils sont moins forts, mais ils rentrent pas du tout dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que Ntep et Tanan, ils rentrent pas dans le même état d'esprit que les mecs ont commencé le match. Moi, je l'ai vu... Franchement, vous êtes dur avec Tanan parce que moi je l'ai vu faire des efforts. Il fait des efforts pour lui. Il y a des moments où il doit la donner. Il perd le ballon, il la garde, il la perd. Sur le but, c'est lui qui la perd. Quand tu parles du niveau de Saint-Étienne, sur le poteau, il est très mal. Il est comme ça depuis janvier. Pas tous en même temps, mes petits, pas tous en même temps. Sur Tanan, il jouait mal les situations. Voilà, vous avez fini. Je voulais rebondir sur le niveau de Saint-Étienne que Greg disait tout à l'heure, mais c'est un niveau de Saint-Étienne qu'on n'a pas vu au début de saison. Saint-Étienne, c'est... Il n'y a pas les mêmes joueurs. Il y a eu 4 matchs. Il n'y a pas les mêmes genres. Non, oui, mais d'accord, mais il y a eu 4 matchs qui ont été à peu près bien au début. 3. Après, c'est tombé un peu en quiche. 3 victoires. Et c'est reparti fin janvier, c'est vrai, avec leur... Pas le même entraîneur. Là, tu me parles d'Oscar Garcia. Pas les mêmes joueurs non plus. Partir de l'Olympiakos. Pas les mêmes joueurs. Mais on ne sait pas si, avec toute la saison, tous les joueurs, toute cette saison, on en serait là. Bob Tari. Non, mais je pense aussi, au fur et à mesure du match, cette équipe a manqué de lucidité et d'efficacité devant le but, avec l'action de Bamba à 6 mètres, l'action de Tanan. Voilà, je pense qu'ils avaient l'occasion de tuer le match indépendamment du pénalty en première période. Et voilà, Paris en a profité et a quand même des joueurs de qualité. Ils ont poussé, mais ça enlèvera au mérite de Saint-Etienne ce soir, quoi. Et plus que sur le niveau de la Ligue 1, je me suis fait la réflexion la semaine dernière à la Coupe de la Ligue, la finale à Bordeaux. Tu as le premier contre le deuxième, l'ancien champion de France, a priori, Monaco va pas se succéder à lui-même. Et tu n'as pas, il y a 3-0, il y a quasiment, il y a un match, mais sympa, mais il n'y a pas vraiment d'opposition. Et tu n'as pas en France un Dortmund qui te pousse dans tes derniers retranchements. C'est-à-dire que Saint-Etienne, s'ils mettent pas le deuxième, voire le troisième, ils sont pas sûrs de gagner, et d'ailleurs ils gagnent pas. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a même pas, ça confirme que Paris est vraiment au-dessus des autres, très au-dessus des autres, et qu'il n'y a pas une équipe pour le challenger ou pour le pousser dans ses derniers retranchements. Ce soir, Saint-Etienne pouvait challenger, même en deuxième période, en étant en supériorité numérique, et pourtant Saint-Etienne, donc c'est un peu recroquevillé pour mieux les piquer en compte. Est-ce qu'il aurait fallu que non, mais ils pouvaient pas, ils n'ont pas les moyens physiques. Non, mais déjà ils pouvaient pas, et ensuite... Ils jouent un match par semaine, quand même. Mais enfin là, tu ne fais pas deux mi-temps comme ils ont fait 45 premières minutes. Ça, et là, tu peux faire 50, tu peux faire 60, tu peux faire... mais après, tu restes pas à la mi-temps et tu fermes le... Non, mais là, je vais dans le sens de Dominique. C'est vrai que Saint-Etienne fait peut-être le meilleur match de sa saison, et ça fait jamais qu'un partout. Donc effectivement, ça dit que tu as quand même Paris, et qu'au-dessous, ça vivote. Est-ce un nul miraculeux pour le Paris Saint-Germain? On m'annonce au niveau du verdict, pas un nul, une raclée. Ah merde. C'est une raclée. Ça c'est pour moi. Je sais pas, on va découvrir ça. Oui. Le Parisien, Dominique Sévrac, il vaut mieux l'avoir en 82%, voilà. Contre qui?
Contre Greg. Greg Pastore-Schneider. Il s'est 18%. égaré, Schneider. Il s'est égaré. Je remercie le public de ne pas aimer Greg comme ça. Le but Cabella à présent. On va regarder, on va revoir le but Cabella. La question, on va faire un constat à l'amiable. J'ai une question à vous poser, c'est à qui la faute? Alors, on va pas remettre tout de suite le but, je vais vous l'expliquer. Vous avez à peu près le but inscrit par Cabella en tête, oui. d'accord, avec Cabella qui décale Debuchy va centrer, tout ça. Alors, accusé numéro 1, ne balancez pas tout de suite les images, c'est Pastore qui oublie le marquage du centreur sur, donc qui est Debuchy. Accusé numéro 2, on va mettre la charnière dans le même sac, Marquinhos, Kimpembe, qui sont de par leur placement complètement éliminés de toute l'action, c'est-à-dire soit du centre, soit du reste de l'action. Et puis accusé numéro 3, c'est Meunier qui perd son duel contre Bamba. Derrière, après, le ballon va rebondir et il y aura un but. Et il y a, attention, il y a un quatrième accusé pour Gilles Favard. Mais pour l'instant, vous vous taisez, on regarde ça. Et ça sera fait rentrer l'accusé. Allez, c'est parti. Voilà. Cabella qui vient de centrer, vous voyez qu'il n'est pas pris au marquage. Meunier qui fait cette petite foirade. Et puis là, vous voyez également Marquinhos et Kimpembe qui sont complètement éliminés dans leur placement. Alors attention, à qui la faute en priorité pour vous? Habillage à l'américaine. Il faut citer quelqu'un que vous avez cité? Ou un autre? D'accord. Ou un autre. Tiens, on va commencer par Bob Tari. 1, 2, 3 ou peut-être un numéro 4. Le numéro 4. Le numéro 4. Qui est, Bob? Non, parce que je vous connais, mon Bobby. Vous êtes malin comme un singe. Numéro 4, il est perché. Je laisse la primeur de l'info. La primeur de l'info. Greg Schneider, accusé numéro 1, 2 ou 3? Alors là, si vous me mouillez pas Pastore, je comprends plus rien au ballon. Le Pasteur, accusé numéro 1. Ah oui. Accusé donc, numéro 4. Numéro 4, c'est qui? Il n'est pas 100% responsable. Non, c'est pour vous celui que vous avez envie de cibler sur cette action. Mais il a un tiers de la responsabilité, c'est Areola. Areola. Bien regarder ce qu'il fait, il est un mètre devant. Areola, non, il n'arrive pas à prononcer. Il n'arrive pas à rien à foutre, c'est un gardien de bac à sable. Dominique Sévrac. Alors, 50 Pastore, 50. Non, il n'y a pas de 50. Ah bon, alors Areola. Areola également pour Dominique Sévrac. Et Meunier. Pour vous, mon cher Olivier? Moi, je dis Marquinhos. Vous dites Marquinhos, vous? Alors c'est Il était pas Marquinhos dedans, ou Kimpembe? Si, c'était dans la charnière. On va suivre chronologiquement finalement cette occasion. Vous m'avez dit, s'il n'y en a pas un, si pas Pastore, là, écoutez, franchement... c'est une SARL, chacun a des parts. C'est une SARL, chacun a des parts. Pastore, Marquinhos, Kimpembe. C'est comme le crime de Orient Express. C'est comme le crime de Orient Express, c'est un peu tout le monde. Mais alors Pastore, c'est même pas qu'il l'oublie un peu, c'est même pas qu'il l'oublie beaucoup, c'est qu'il en a rien à battre du mec qui est monté. C'est-à-dire qu'il est je sais pas où, il peut aussi bien être en train de taper le carton dans le vestiaire, ça ne le concerne pas. Alors là, dans ses proportions, parce que c'est pas un mec qui est pris dans un replacement, c'est un mec qui s'en cogne. Okay. Donc moi, d'abord lui. Ok. Accusé donc numéro 2, c'est Marquinhos. Moi j'avais également ciblé Kimpembe, mais vous avez vu Marquinhos? Les deux, la charnière. Je voulais vous dire les deux parce que moi je trouve la charnière centrale totalement absente sur cette action. Alors, on voit bien à un moment qu'il y a Kimpembe qui est devant, mais alors j'ai cherché Marquinhos pendant un bout de temps et on s'aperçoit qu'il y a quand même 3 Stéphanois, Meunier et Kimpembe. Et là, Marquinhos, il n'a pas sa place. Je ne sais pas où il est. J'avoue que j'ai pas compris. Donc j'aurais aimé qu'il soit au moins là. Il s'arrêtait. Oui, peut-être, mais c'est pas quand même son job. Oui, non, je vous précise parce que vous avez beau les têtes, je suis dit. C'est gentil à vous. Non, c'est rien. Je suis là pour vous aider. La qualité d'un grand défenseur aussi, d'un grand défenseur central, est-ce que c'est de sentir les coups, c'est de rattraper les coups, c'est voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce soir ils l'ont pas les deux là? Ah non, pas du tout. Est-ce qu'il est plus à l'aise avec Silva? Parce que je trouve qu'en deuxième période, il est un peu plus... donc Kimpembe est expulsé. Thiago Silva rentre. Je les trouve les deux un peu plus solides. Est-ce qu'il est comme Verratti aussi, hein. Est-ce que comme Verratti, je ne peux jouer qu'avec Thiago Motta? Est-ce que là, c'est le même syndrome? Je préfère... au début, ils ont carré... Lassana Diarra s'invite dans nos débats. À qui la faute, Lassana? Salut Lass. Il est mort de rien. C'est Karine qui fait rire. Ça fait plaisir. Ouais. Comment analysez-vous ce match et notamment cette première mi-temps parisienne? On repart avec un point. Après, on est tombé face à une bonne équipe de Saint-Etienne. Ils sont sur une bonne série.
Donc voilà, ce soir, on prend un point, c'est bon à prendre. Première mi-temps, vous n'avez pas l'impression que vous n'étiez pas forcément à la hauteur de ce que Saint-Etienne pouvait mettre sur le terrain? Non, faut être honnête, ils sont mieux rentrés dans le match que nous, ils ont été agressifs, une bonne possession, un très bon Cavella ce soir, donc c'est bien, mais bon, on perd pas, on prend un point, on suit, ça suit son cours. C'est dur d'être encore motivé alors que vous avez gagné la Coupe de la Ligue et que la fin de championnat est déjà jouée? Après, ça reste des matchs, tous les matchs sont importants, il faut essayer de les gagner, on va essayer d'être champion le plus rapidement possible, et voilà. Du coup, le titre, il va se jouer la semaine prochaine. Le titre. Monaco au Parc des Princes, c'est le meilleur des scénarios finalement. C'est le meilleur des scénarios. On va essayer de gagner dès le prochain match pour être champion, mais bon, il reste des matchs. Tant qu'on n'est pas champion, on n'est pas champion encore. Mais il s'arrête. Bon, j'ai l'impression que il s'arrête là, Sana. Oui, il fait le job. Oui. Fait le job. Il est poli. Fait vraiment le job, il est poli. Poli, en plus, il y a une action article, importante. Il est urbain. Je dirais il est urbain. On a compris, en fait, voilà, ça y est, on a compris pourquoi il est venu en fait. Il est venu pour venir parler là. On se demande pourquoi on se demandait pourquoi il avait signé au PSG, là je viens de comprendre. Il est passé par Saint-Etienne à faire première mi-temps, il a laissé sur la deuxième. Non mais en fait il est là, passé. Il s'arrête. Pour faire le coup, le truc devant les caméras à Saint-Etienne ce jour, parce que jusqu'ici on savait pas pourquoi il est signé. Et ben maintenant on sait. Ok. C'est-à-dire nous envoyer des seaux d'eau tiède. Pourquoi il a servi à quoi cette année? Vous expliquez, ils l'ont embauché pourquoi? Là c'était servir un seau d'eau tiède alors qu'ils ont fait la première mi-temps la plus pourrie de la saison. Ok. On pourrait l'appeler le passant du sans souci. D'accord. Juste pour finir sur notre ami Marquinhos, au début, Alex et Thiago Silva avaient carré Sacco un petit peu. Genre on veut jouer ensemble mais pas avec toi. Je trouve que Kimpembe, je sais pas s'ils lui font le même sort. Mes amis, c'est l'heure de reprendre notre constat à l'amiable. Avec à qui la faute? Alors, j'avais ciblé du Pastore, chose qu'a dite Grégory Schneider en accusé numéro 1, sur le but encaissé donc par le Paris Saint-Germain. Après, accusé numéro 2, c'était l'ensemble de la charnière Marquinhos et Kimpembe. J'avais cité Meunier qui perd son duel contre Bamba, mais lui, ce soir, il est acquitté. Et il y avait l'accusé numéro 4. C'est une thèse soutenue par le maître Favard et son disciple Bob Tari. Et moi excusez-moi, et on va revoir l'action. On va revoir. Et pourquoi vous me dites que Areola, vous allez voir quelqu'un qui vous commente une action. Pour une fois dans votre vie, vous allez voir quelque chose. C'est gentil pour Olivier Rouillet, le spécialiste. Double frère. Gilles, enfin, je vais prendre. Gilou, vous avez mis la barre haut. On y va. Vas-y, mon Gilou. Et pas haute. Vous allez bien regarder quand il centre. Il est placé à 1m50 devant sa ligne. Voilà, hop, et il recule, et il fait que subir. Et ils finissent à 4 mètres de lui. Tu subis. Si tu subis, t'es mort. À ce jeu-là, quand t'es dans les buts, tu subis, t'es mort. Il peut la rater, il peut la prendre de la même façon, mais il doit y aller. C'est dans son attitude. Alors, c'est dans son attitude. Je vous ai toujours dit que c'était un gardien de centre de formation. Il ne comprend rien au jeu. Et c'est là où vous voyez un très très fort gardien d'un gardien moyen qu'il est. C'est-à-dire que sur ce coup-là, il doit se donner une chance de ne pas le prendre. Et là, il s'en donne aucune, parce qu'en reculant, en se mettant dans ses buts, il peut que le prendre. Voilà. Loïc Perrin, voilà ce qu'il peut faire. En direct dans l'équipe du soir. Mon cher Olivier, ça vous a plu? Déception aussi, parce que c'est rageant de prendre ce but dans les arrêts de jeu, même si forcément ils ont eu quelques occasions de marquer ce but juste avant. Mais voilà, il n'a pas manqué grand-chose. C'est dommage aussi de ne pas avoir pu se mettre à l'abri avant en marquant ce deuxième but. Voilà, c'est comme ça. C'est une grande équipe. On savait que même à 10, ça n'allait pas être évident. Il n'a pas manqué grand-chose. Voilà. Vous avez fait une très grosse première mi-temps avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. C'était forcé de baisser le pied un petit peu en seconde période. Vous n'aviez pas le coffre pour durer 90 minutes. Moi, on a baissé le pied, mais c'est surtout dans l'utilisation du ballon où je pense qu'on a été moins bon parce que forcément, ils étaient à 10, il y avait beaucoup plus d'espace. Je pense qu'on a mal géré les moments où on a eu le ballon. On a eu des pertes de balles assez rapidement. Et forcément, le ballon revient après plus rapidement. Et on connaît leur qualité. Voilà, c'est là où on a pêché, je pense, en deuxième mi-temps aussi. Il était comment Mathieu dans le vestiaire? Déçu, mais comme tout le monde. Pas trop battu par son c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Si, je pense que ça lui a pas fait plaisir, mais on était tous déçus de la physionomie de ce match. Globalement, vous êtes très satisfait de cette série qui continue d'invincibilité? La série, c'est bien. Je pense qu'avant le match, on aurait tous signé pour faire match nul contre Paris. C'est plus la physionomie du match qui est rageante. Mais par contre, on continue notre belle série d'invincibilité. On grappille des points au classement. Voilà, on se laisse le droit de rêver pour la fin de saison. On s'est dit qu'il fallait faire un bilan un peu après chaque match, après chaque journée.
pour voir où on se situerait. Donc on va attendre les matchs de ce week-end et on verra. C'était Loïc Perrin, un petit commentaire. Je vous ai vu commenter ses propos comme ça en direct à Loïc Perrin, non? Il est lucide, hein. Oui, lucide, hein. Très lucide, hein. Et Oui, il bien. dit exactement d'une lucidité exemplaire. Il disait on peut juste faire un peu de... non, qu'il perdait le ballon plus rapidement, qu'il avait une mauvaise utilisation, c'est dû aussi par le fait que physiquement ils étaient moins bien. Donc t'es moins lucide, t'es moins attentif, donc tu perds un peu plus vite le ballon. Emery innocent, point d'interrogation, match nul ce soir donc de Paris, contre-performance pour l'ogre donc du championnat de France. Peut-on ce soir dédouaner Emery? Oui. 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 Ouais. Bah non. Bah non. Eh ben rematch alors s'il vous plaît. Encore Bah oui. Je les adore. Il est à 82-18 dernier. Non mais il va ramasser, mais je me dois de dire ce que je vais... Ok, dites. Grégory Schneider, vous commencez. Bah, est-ce qu'il faut expliquer à un joueur professionnel comment faire ses lacets? Excusez-nous. Non mais, ouais, écoutez... Oui, non, je sais, la technique, vous êtes plus rapide que la technique. Vous pouvez d'ailleurs soyez mettre professionnel comme une monsieur fiche à la Schneider. technique, ils vont adorer. Regardez, c'est bon, mon petit Grégo. C'est du direct, hein, vous savez. Allez, c'est à vous. Est-ce qu'il faut expliquer à un joueur professionnel comment il doit faire ses lacets? Est-ce qu'il faut lui expliquer comment on ouvre une porte? Prendre une poignée, on baisse, on tire. Est-ce qu'il faut expliquer ce genre de truc? Pour moi, il ne faut pas lui expliquer de mettre l'investissement dans un match. Aujourd'hui, ils ont failli au niveau de l'investissement. C'est quand même pas à l'entraîneur de leur dire, les gars, le football, il faut se mettre en agressivité, il faut y aller, ou pas dans ses proportions. Aujourd'hui, une démission générale, c'est le minimum du professionnalisme qu'on n'a pas vu. Le minimum, bonsoir. Non, alors depuis qu'il est là, ça fait 2 ans, Unai Emery, j'ai regardé tous les matchs du Paris Saint-Germain et j'ai trop de choses que je n'avais jamais vues avant. Les dernières, ils ont perdu 5 fois en championnat, à Toulouse, à Montpellier, à Guingamp. Cette année, il y a eu le Classico, le 2 partout. J'avais jamais vu un Classico aussi mal engagé. Ce soir, j'ai vu une première période scandaleuse. Il y a trop de choses qui relèvent, on ne peut pas dire c'est du hasard. Il y a toute une série de choses avec lui. Le 6-1, la remontada, j'avais jamais vu ça de ma vie. Alors on va me dire, oui, mais le 4-0, d'accord, mais le 4-0, il est précédé par rien et il annonce rien. Donc c'était un match comme ça qui était lui. S'il vous plaît, Dominique. Voilà, il y a trop de choses à normer. 50e, centième. Les centième de seconde. Les joueurs sont des grands garçons, pas des enfants. Ok. Grégory ou Dominique ou Grégory. Attention, Grégory Schneider est extrêmement pessimiste quant au sort qui va lui être réservé par rapport à son angle de position. Compte Twitter de l'équipe du soir. Et on y va, on participe. Président, c'est Dominique ou c'est Grégory? Moi, je reste persuadé qu'Emery, avant le match, a dit aux joueurs de lasser leurs chaussures, je comprends ce que tu veux. J'en suis persuadé, C'est pour ça que je vais donner le point quand même à Grégory, parce que je suis persuadé, j'en suis intimement convaincu, que Emery a fait son job. Je ne peux pas comprendre ou alors s'il ne l'a pas fait, alors j'y comprends vraiment plus rien. Pour moi, il l'a fait. Donc c'est pour ça que je donnerai le point à Grégory. Pourquoi il commence comme ça le match alors? Je sais pas. Parce que les mecs, à un moment donné, d'accord. Pourquoi il commence comme ça contre le Real et d'autres matchs? Moi, je reste persuadé que l'entraîneur fait son taf avant. Gilles Favard. Gilles. Il commence souvent comme ça avec lui, surtout à l'extérieur, toujours avec le même entraîneur, sur les 2 dernières années. C'est toujours des défaites à l'extérieur. Oui, mais il fait le job quand même. 8 défaites en moins de 2 championnats. Qu'il fasse le job, ça j'en suis convaincu. Hein. Il le fait même très honnêtement, le job. Mais il n'a pas le niveau pour entraîner ce genre d'équipe. Mais ça, c'est autre chose. Peut-on dédouaner Emery ce soir de cette performance? Parce que ce soir, par rapport à ce que vous avez vu, ou en tout cas par rapport à ce qu'on critiquait du Paris Saint-Germain... Moi qui ne suis pas un pro Emery, je vais le dédouaner ce soir. Ouais. Bah oui. Parce que là, les joueurs, je pense qu'ils ont une part de respect. Ouais, si c'est sur l'envie. La première part, il y a eu des éléments de communication quand il est arrivé avec lui, vous allez voir l'envie permanente, la grinta, l'agressivité, la concurrence. Mais là, il n'y a rien. Mais souvent, il y a la concurrence. Bouteille d'eau, la concurrence. Mais on ne voit jamais ça. Ce que je veux dire, c'est que si Dominique parle il y a des défauts. Si Dominique explique qu'il n'y a pas de style, qu'il ne fait pas progresser les joueurs, tout ça c'est autre chose. C'est pas le débat. Aujourd'hui, voilà, c'est sur l'agressivité. L'envie, c'est quand même pas Emery d'expliquer aux mecs qui sont sur un terrain. De son programme, de sa feuille de route, de sa politique. Dominique, est-ce que vous avez un peu de mauvaise foi sur Unai Emery? Oui. Est-ce que vous faites une émrose peut-être? Une irritation? Évidemment qu'avec moi il a un passif. Mais je vois trop de matchs où il y a ça, mais sur une des 2 périodes. Parce que là on parle de la première, mais j'ai vu beaucoup de matchs où il y avait 3-0 à la mi-temps et après au revoir les gars. Dominique, pas la deuxième. Dominique, les gens ils ont payé pour un match en entier. Je vous passe votre maître zen, Bob Tari.
On ne peut pas reprocher à Emery le fait que ces joueurs ont fait un non-match aujourd'hui, enfin une non-première mi-temps. Dire c'est pas lui qui est sur le terrain, c'est les joueurs qu'à un moment donné qui n'ont pas actionné le bouton à commencer à jouer. Ils ont commencé à jouer à la 70e minute quand ils se sont sentis acculés, tout simplement. Et tu peux pas lui mettre toute la responsabilité de ce match sur le dos. À un moment donné, son discours, il passe plus et c'est les joueurs qui ont pris la décision de se réveiller, tout simplement. C'était une bande d'acculés, ouais, c'est vrai. Ouais. Non mais, dire, à un moment donné, il faut quand même dire les choses. c'est des grands garçons les mecs, et c'est pas des gosses. Oui. Ils étaient tous acculés. Oui, ils étaient tous acculés. Dominique, oui, je vais vous montrer quelque chose. Alors peut-être que ça va vous donner des arguments. Sur la composition de départ d'Unai Emery, c'est vrai qu'elle est un peu bizarre. On s'est posé la question déjà, savoir si Cavani, pourquoi il n'était pas sur la feuille de match. Ça peut arriver qu'il y ait un turnover. La concurrence. Est-ce que cette compo de départ peut expliquer finalement ce qu'on n'a pas vu en première mi-temps? Non, il y a 7 changements par rapport à la finale de la Coupe de la Ligue. J'imagine qu'il veut concerner tout le monde. Il y a des temps de jeu à répartir pour la Coupe du Monde. Il veut. Donc sur la compo, non. Alors Lo Celso, il lui a fait payer son match à Madrid. Donc il lui met un poste qui n'est pas le sien. Et il lui fait payer, on le voit plus. Et là, il leur sort un peu de naphtaline. Bon, pourquoi pas. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais non, la compo, pour moi, tu peux gagner à Saint-Etienne avec cette voilà, compo. Il y a sur le terrain là. Vous me montrer la raquette 10 comme 10 ça. parce que c'est le nombre d'internationaux qu'il y a sur le terrain dans l'équipe du PSG. D'accord. Donc je pense que Areola, je crois. Areola, il n'est pas international. Ah si, il est international, ça fait 11. Donc D'accord. quand il y a 11 C'est vrai que tu fais pas l'équipe de Non France. mais quand il y a 11 internationaux sur le terrain, je vois pas quand même comment on peut dire que les gars ils sont quand même censés savoir ce qu'ils ont à faire quand ils arrivent sur un terrain. 11. Avant la rencontre, on parlait éventuellement d'un éventuel titre de champion de France du Paris Saint-Germain, en cas donc de victoire ce soir du Paris Saint-Germain, chose qui n'a pas eu lieu, et de défaite de Monaco contre Nantes. La chasse au record, c'était vraiment les thèmes d'avant-match. On va écouter ce que nous disait Unai Emery. On va continuer avec l'idée de gagner pour démontrer notre effort, pour imposer dans les championnats aussi les plus points dans les championnats avec l'avantage de l'adversaire. Et c'est vrai qu'après de pouvoir être les champions dans les championnats, nous voulons aussi continuer pour faire les meilleurs dans les statistiques aussi. C'est l'idée de battre les records, de battre le record de Laurent Blanc, 96 points. Bon, voilà. Ils pouvaient faire 104 au maximum, donc là maintenant ils peuvent plus faire que 102. 102. 102. Bah, exactement. Tout baisse, hein, alors que l'idée qu'Unai Emery dise on veut des records, on veut le machin, et l'idée, lorsqu'on voit cette première mi-temps, lorsque les joueurs sont pas là. Mais ça, on en a parlé avec Greg, on a fait un duel en première partie. Pour moi, ça ne peut pas. Les joueurs ne peuvent pas être poreux par rapport à ça. Il y a forcément une étanchéité parce qu'ils s'en foutent de savoir que le PSG a mis 96 points il y a 2 ans. Non, mais Neymar, par exemple, s'il était là, tu crois que ça lui en touche? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, il faudrait mais je pense que par exemple le fait de gagner 19 fois à domicile est quelque chose. Si j'étais joueur, qui me ferait quelque chose, où je me dirais tiens ça c'est quand même un vrai truc. Alors que qu'Emery leur dise ou pas, ils s'en moquent. Mais qu'ils leur disent ou pas, ils s'en moquent. Je ne vais pas le répéter. Mais par contre, qu'ils savent compter, ils savent que 19 c'est mieux que 17 ou 18, que 19 c'est tous les matchs. Ça, je pense que ça peut les interpeller. Greg, est-ce qu'ils s'en foutent? Parce que dans la première partie... Je voulais juste ajouter quand même quelque chose par rapport à ça. Parce que je voulais vous citer, Olivier. Mais par rapport à ça, parce qu'on met toujours sur Emery. Mais moi, je trouve que, même dans cette histoire de record, il y a aussi un personnage qui est important. C'est le président. Pourquoi? Parce que pour lui aussi, c'est important que son équipe elle obtienne les 19 matchs consécutifs à gagner à domicile, que son équipe ait le plus de points. C'est important pour un président. Mais si, le nombre de buts, si, pour le lustre. Parce qu'on met toujours tout sur l'entraîneur ou les joueurs. Mais le président, c'est lui aussi qui vous... Comment vous dire, qui peut vous donner à un moment donné le surplus. Vous croyez qu'Olas, lui, il n'est pas là pour justement rappeler certains objectifs aux joueurs? Le supplément d'âme. Et c'est ça. Et je trouve que du côté de Paris, à mon avis, bon, je suis pas bien sûr dans les coulisses, mais il n'est pas très présent. Mais pour répondre à Grégory, dans les clubs, peu importe le club, les matchs à domicile sont toujours très importants et sont toujours le staff technique, les spectateurs, le staff administratif, le président, tout le monde est toujours très derrière l'équipe. C'est important les matchs à domicile. Alors effectivement, 19 victoires à domicile, c'est important, mais il n'y a pas que les joueurs. Tout le monde. C'est pas fait encore. Non, mais c'est pas fait, mais ils sont quand même sur le chemin. Tout le monde est derrière. Si demain tu es président d'un club, tous les matchs à domicile, tu veux les gagner.
tu t'appelles Dijon, tu t'appelles comme tu veux. Les matchs à domicile, tu peux les gagner parce que t'es chez toi. Bien sûr. C'est ton terrain, c'est à toi, c'est ton chiffre d'affaires, c'est tout ce que tu veux, c'est la ville. C'est l'image que tu donnes de toi, C'est l'image que tu donnes. Donc, les équipes qui se sauvent chez elles, Bastia se sauvait souvent à domicile et pas à l'extérieur. Rennes, une saison, avait gagné aucun match à l'extérieur et s'était sauvé à domicile. Et même tout à fait, ici c'est chez nous, voilà. Je reprends la main parce que je vais citer Olivier Rouillet. On avait fait un débat sur cette chasse au record dans la première partie. Dominique et Grégory n'étaient comme d'habitude, donc jamais d'accord. Et dans l'arbitrage, Olivier, vous avez dit, mais finalement, la grande cassure, la saison s'est terminée le moment où ils ont été sortis de la Ligue des Champions. Est-ce que cette soirée, c'est notamment cette première mi-temps, ça nous rappelle ça pour les joueurs du Paris Saint-Germain, la chasse au record, tout ça? Non, c'est aller loin en Ligue des Champions, s'arrêter de sortir le Real. Non, là, il y a quelque chose qui s'est cassé. Non, parce que non, mais si je puis me permettre, les années précédentes, c'était pas le cas. Les années précédentes, et Gasset l'a dit, ils ont mis même des cartons, des 4-0, des 6-0. Là, par contre, il y a une différence, c'est qu'on sait que l'entraîneur est déjà mort. Puisqu'on sait depuis qu'ils sont fait sortir par le Real, alors ça coïncide dans le film. Voilà, donc là c'est beaucoup plus tôt dans le film, donc ça coïncide, ça revient à dire qu'Olivier a raison, parce que vous avez un entraîneur qui ne figure plus une autorité, on sait très bien que ça donc effectivement là l'entraîneur est désarmé, il se passe quelque chose de plus dur à gérer pour l'équipe. Donc ce genre de scénario ce soir qu'on a vécu en première mi-temps contre Saint-Etienne, on peut le retrouver d'ici la fin de la saison. Donc. Alors, il y a la Ligue des Champions, il y a le fait d'avoir gagné la Coupe de la Ligue qui était un des derniers objectifs parce qu'ils savent que la Coupe de France, il reste Caen et Chambly ou les Herbiers. A priori... méfier des Herbiers quand même. A priori quand même, c'est plutôt dans la poche. Donc peut-être que là, c'est le match de la décompression post-dernier titre un petit peu intéressant qui est resté à glaner, cette finale de Coupe de Ligue contre Monaco. Pas parce que c'est la Coupe de Ligue, mais parce que c'est face à Monaco. Donc éventuellement, et puis qu'il y a la Coupe du Monde et que c'est pas la peine d'être à 100% parce que dans 3 mois, t'as une Coupe du Monde. Et je veux éventuellement entendre ça comme argument, mais c'est pas glorieux. Vous savez, Yann Villa en zone mixte avec Karine Galli, on y va. Allez Yann, posez le sac. Et on vous écoute, vous êtes en direct dans l'équipe du soir. Bonsoir Yann. Bonsoir. Yann, beaucoup de frustration après cette égalisation dans les ultimes secondes. Ouais, énormément de frustration même. Très déçu. Voilà. C'est une soirée mitigée parce qu'on est déçu et satisfait à la fois. Satisfait de ne pas avoir perdu et de rester sur notre continuité de match sans perdre. Et on est déçu un peu parce que c'est vraiment la dernière seconde et en plus c'est contre notre camp, donc ouais, ça fait mal. Sur l'ensemble du match, vous vous dites que finalement ce nul est équitable parce que vous avez baissé en seconde période ou pas? Bah oui, on peut dire que c'est équitable. Après, ils n'ont pas déjoué, ils ont eu le ballon même à 10. Cavani il a une belle occasion. Ruff nous sort un arrêt à la fin aussi. Et ben voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Donc ouais, c'est dommage, c'est frustrant vraiment. Vous êtes toujours invaincu, c'est ça aussi quand même la bonne nouvelle. Vous y croyez de plus en plus à l'Europe? Bon, ce soir, sincèrement, on n'a pas du tout pensé à ça. Quand on est rentré dans le vestiaire, j'ai vu beaucoup de déception dans le visage des gars. Donc on n'a vraiment pas eu le temps de parler. On n'a même pas parlé avec le coach parce qu'il a dû aller en conférence de presse. Donc ouais, on est abattu, on va dire, parce que c'est vraiment la dernière seconde. Donc il va falloir bien se reposer et penser au match de Strasbourg. Depuis que vous êtes arrivé à Saint-Etienne, c'était Yann Villa qui va nous servir un débat sur Saint-Etienne, mais qu'on aura dans quelques minutes, enfin un petit peu plus tard, vers 23h30 lors de la deuxième partie. Les Verts en Europe, est-ce que vous y croyez? En tout cas, la série d'invincibilité continue pour les hommes de Jean-Louis Gasset avec 10 victoires, enfin 10 matchs plutôt, sans aucune défaite, 5 victoires et 5 matchs nuls. C'est l'heure maintenant de la séquence des notes de l'équipe du soir. C'est REC officiel. Ah oui, je vais avoir la note de Cabella qui retrouve le duel qu'il avait à Montpellier. Si on avait fait un duel avec Greg. Oui, le duel, on va vous le donner, vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, les notes, ne vous inquiétez pas, on n'oublie rien. Cabella qui retrouve le Cabella. Vous le mettez 5 pour Gilles. Vous lui mettez 6, vous lui mettez 6 et vous lui mettez 7. Alors là, je vais convoquer Gilles et Olivier. Pour Gilles, à mon avis, il y a un truc. Bah, c'est le pénalty qui passe pas. D'abord, j'aime bien le joueur, j'aime beaucoup le joueur, mais du moment qu'il a raté son pénalty, il est sorti du match. Ouais. Deuxième mi-temps, il s'est trompé. Quand il fallait la donner, il l'a gardée. Quand il fallait la garder, il l'a donnée. Ah, Rémi Cabella. Et maintenant, on y va. C'est lui qui parle. C'est mon particulier. Ouais, je pense que vu la physionomie du match, on
on pensait gagner, on avait toutes les armes pour et on prend ce but à la dernière seconde qui je pense qui nous abat un peu. Donc voilà, ça nous a fait du mal, mais après faut retenir que c'était le PSG en face et que c'était un bon point et qu'on perd toujours pas à domicile. Vous pouvez nous raconter ce qui se passe lors de votre pénalty qui est repoussé par Areola? Là-bas, j'étais pas parti pour tirer sur ce côté. Et je sais pas, au dernier moment, j'ai changé. Voilà, je m'en veux beaucoup parce que avec ce deuxième but, ça nous aurait permis de prendre un peu plus l'avantage. Mais voilà, on était toujours à 1-0 et faut pas lâcher. Le match, ça se joue à 94-95 minutes. C'était impossible de garder le même rythme tout le match parce qu'on a vu que vous avez baissé en seconde. C'est pour ça qu'après, c'est pour ça que le coach il a fait des changements, c'est pour amener du sang neuf et voilà, c'est comme je dis, c'est dommage parce que je pense que ça aurait été une très belle soirée avec une victoire. Mais bon, en face c'est pas n'importe qui, ils lâchent pas, c'est des joueurs qui jouent jusqu'à la fin et même si c'est un but contre son camp, ils ont quand même égalisé. Sur le penalty, il y a Kylian dans votre dos qui a marqué à 5 minutes. J'ai vu les images, ouais. Je sais pas comment il a su. Il a eu dans mes pensées au dernier moment, ouais. Vous regrettez de ne pas avoir j'irai voir Kylian et je lui dirai que c'est pas bien ce qu'il a fait. Jérémy, vous pouvez nous expliquer comment vous célébrez votre but? C'est quoi? Vous avez chambré le partage parisien, c'est ça? Un peu, parce que avant le match, ils m'ont attaqué. Je dis, si je marque, j'irai les voir un petit moment. Oh, le sourire de Rémi Cabella. On n'a pas entendu les questions, mais on a compris sa réponse sur le penalty donc de Rémi Cabella. Dominique, c'est ce que vous me disiez là, oui. Lorsqu'on était en train d'écouter le son de Cabella. Mbappé qui visiblement connaît bien le football, puisqu'il dit à Areola qu'il va tirer Cabella sur sa droite, et il tire sur sa droite. Alors, est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que c'est un coup de chance parce que Cabella a changé. Il a dit qu'il avait changé au dernier moment. Alors, Kylian, il a une inspiration, il le sent et il donne la bonne information à Areola. On avait eu il y a 1 an et demi Riyad Boudebouz sur ce plateau, qui est un grand tireur, un spécialiste donc des tirs au but, des pénaltys. On lui avait posé des questions pour savoir son secret. Le secret, en tout cas, de Riyad Boudebouz, c'était tu choisis avant de tirer. Là où tu vas tirer dans ta course de l'an, tu ne changes jamais. Si tu loupes, c'est le gardien qui va. Mais tu ne changes jamais. Donc Rémi Cabella, dans sa course de l'an, a un peu changé, un peu foiré. On était donc entre 5 et 7. Gilles, on a bien compris le 5 parce que finalement, à partir du moment où il a raté son penalty, il est sorti de son match. Mais oui, voilà. bon. Et vous lui mettez 7, Olivier? Non, moi, on y va. Je trouve qu'il a fait un bon match. J'aurais peut-être encore été certainement plus généreux s'il avait marqué ce penalty, effectivement. Je trouve que Gilles est un peu sévère sur le fait qu'il est sorti de son match à ce moment-là. Mais non, moi j'ai bien aimé le match de Cabella. Surtout, c'est la confirmation de ses matchs auparavant. Non, il m'a Regardez qui arrive. Notez pas Store, c'est 1 pour la coiffure. 1, j'ai le barème, mes petits. C'est un match exécrable. On peut faire comme à ma vie, non? 2, c'est quoi? 2, c'est un très mauvais match. 3, c'est un match mauvais. 2, c'est quoi 2? 2, c'est un très mauvais match. 2 très mauvais matchs. 2 très mauvais matchs. 2 très mauvais matchs. 2 très mauvais matchs. On est d'accord. Ils sont agacés, les gens. Mais non, mais Pastore. Mais parce que c'est un joueur qu'on adore. Si on aime le foot, on l'adore. On peut ne pas l'aimer, mais si on aime le foot, c'est un vrai joueur de foot. 2, il est tout le temps blessé. En tout cas, depuis qu'il arrive en 2011, donc il laisse plutôt l'image d'un joueur blessé que d'un joueur présent. Et là, il joue. Et quand il joue, mais il n'y a rien. Et quand il rentre contre Madrid, il n'y a rien. Et là, les bouts de match qu'il a, il n'y a rien. Donc forcément, on est énervé. Parce qu'on l'aime. Pauvre Greg.